La vie de Jayne Mansfield fut un mélange enivrant de charme et de douleur, semblable à un scénario hollywoodien rempli de rebondissements et d'énigmes. Elle s'élança vers le royaume scintillant d'Hollywood, destinée à devenir la successeur de Marilyn Monroe. Mansfield ne se contenta pas de refléter le charme de son idole, mais suivit également sa trajectoire tragique. Son parcours fut jalonné de moments sensationnels. De son ascension météorique à la célébrité, aux incidents vestimentaires qui firent les gros titres, jusqu'aux rumeurs tourbillonnantes d'une malédiction supposément jetée par l'Église de Satan. Alors que Marilyn Monroe aspirait à la vie privée, Mansfield faisait tout son possible pour attirer l'attention du public. Sa vie, assiégée par l'abus de substances, des romances tumultueuses et des commérages malveillants, fut une montagne russe qui captiva l'œil du public. Cependant, sous l'éclat de sa célébrité, se cachait une histoire marquée par une tragédie profonde. Rejoignez-nous cette semaine, alors que nous explorons la vie et la mort mystérieuse de Jayne Mansfield. Jayne Mansfield naquit sous le nom de Vera Jane Palmer en 1933, dans une ville de classe moyenne de Pennsylvanie, fille de Herbert William Palmer et Vera Palmer. Dès son plus jeune âge, elle rêvait de gloire. Elle tapissait ses murs de photos de ses idoles du cinéma et aspirait à devenir une star. En 1936, une grande partie du monde de Jayne s'effondra lorsque son père adoré mourut subitement d'une crise cardiaque. La mort de Herbert Palmer laissa un vide dans la vie de Jayne. Elle grandit en cherchant constamment une figure paternelle, cherchant dans les hommes une image de père qu'elle ne trouva jamais, affirme l'un de ses biographes. 2 ans après la mort de son père, Vera, encore lycéenne, s'enfuit avec Paul Mansfield, âgé de 20 ans. Jayne garda ce mariage secret et continua à fréquenter le lycée, tout en vivant avec sa mère et son beau-père. Cependant, lorsqu'elle tomba enceinte, le secret fut dévoilé. « Maman a dit que j'avais ruiné ma vie et la sienne », confia Jayne à son ami et biographe Mayman. « Maman a dit que j'avais fait mon lit et que je devrais m'y coucher, et que je ne devais pas attendre d'aide de sa part. Ensuite, nous en avons parlé. Elle m'a acheté une belle robe de mariée blanche, et nous avons eu une sorte de mariage. Mais je n'ai jamais oublié qu'elle m'a dit de ne jamais compter sur son aide. » Le mariage et la maternité. Le 9 novembre 1950, Jayne et Paul Mansfield accueillirent d'Atlanta leur fille, Jayne Marie. Cependant, la maternité ne fit rien pour freiner l'ambition de Jayne. Après l'obtention de son diplôme de lycée, le jeune couple s'inscrivit à l'Université méthodiste du Sud à Dallas. Comme beaucoup de jeunes mariés, Jayne et Paul Mansfield connurent des difficultés financières. Cependant, ils jonglèrent entre la parentalité, les cours et le travail pour construire une vie pour eux et leur bébé. « Paul et moi avons traversé des moments difficiles », confia Jayne. « Je vendais des albums de photos de porte en porte et lui prenais des petits boulots, balayais des sols, vendais des magazines. Souvent, je devais emmener Jayne Marie en cours avec moi. » Le déménagement en Californie. Avec son mari absent pour un camp d'été du ROTC, Jayne confia sa fille aux soins de sa mère et partit en Californie pour étudier le théâtre à l'Université de Californie, Los Angeles. À la fin de la session d'été, les Mansfield retournèrent brièvement au Texas, mais la guerre de Corée exigea l'activation de Paul dans la réserve de l'armée et un déménagement à Camp Gordon, près d'Atlanta, en Géorgie. L'habitude de Jayne de prendre des bains de soleil et de faire de l'exercice en plein air causa un certain émoi parmi les soldats et leurs épouses, et rendit son mari fou de jalousie. Paul Mansfield conclut un marché avec son épouse. S'il pouvait terminer ses 2 ans de service, il déménagerait à Hollywood pour donner une chance au rêve de Jayne. Incroyablement intelligente et animée d'une ambition surhumaine, Jayne Mansfield planifia chaque étape de sa carrière comme un général préparant une offensive. Dans les années 1950, l'idéal de la féminité
était incarnée par la blonde platine voluptueuse. Marilyn Monroe avait établi la norme pour le symbole sexuel de la mi-siècle, et des milliers d'aspirantes actrices suivirent son exemple. Avec sa silhouette, la nature avait donné un avantage à Jayne Mansfield, mais en tant que brune naturelle, elle commença à se teindre les cheveux au peroxyde dans l'espoir d'accélérer sa carrière. Son apparence éblouissante lui valut de nombreux titres, de Miss Fall Flash à Miss Cadillac, en passant par la reine du rodéo de Palm Springs. On lui proposa également le titre de Miss Cheese, qu'elle refusa parce que, selon elle, ça ne sonnait pas bien. Cependant, de nombreuses entreprises, y compris General Electric, refusèrent de l'utiliser dans leur publicité, estimant que son apparence était trop sexy. Le premier divorce. Le premier mariage de Jayne Mansfield ne survécut pas à sa quête de gloire. Seulement 4 mois après leur arrivée en Californie, Jayne et Paul Mansfield se séparèrent. Les fissures dans leur mariage avaient commencé à apparaître lors de leur séjour à Camp Gordon. Paul avait espéré que le mariage et la maternité tempéreraient les ambitions de sa femme, confia un ami. Lorsque Paul partit pour la Corée, leur mariage était déjà pratiquement terminé. Mais la décence empêcha Jayne de demander le divorce. « Je le savais », déclara Mansfield, « et je pense que Paul aussi. Mais on n'abandonne pas son mari pendant qu'il combat dans une guerre. Du moins, pas moi. » Le mariage s'effondra sous la pression des luttes émotionnelles et financières causées par le déménagement des Mansfield en Californie et les prétendues infidélités de Jayne. Finalement, il lui posa un ultimatum, lui ou sa carrière. Bientôt, il était en route pour le Texas, sans Jayne. Les premiers succès. Les ambitions de Jayne Mansfield commencèrent enfin à porter leurs fruits lorsqu'elle décrocha son premier rôle dans le film de 1955, Female Jungle. Cette même année, Mansfield fit la première de ses nombreuses apparitions dans Playboy. La séance photo de Jayne dans le célèbre magazine masculin donna à Paul Mansfield ce qu'il espérait être une arme pour obtenir la garde de leur fille, la citant comme preuve que Jayne était une mère inadéquate, une accusation répétée par chacun de ses maris ultérieurs et jamais prouvée devant un tribunal. Jayne Mansfield comprit immédiatement la valeur de la publicité et fit appel à Jim Byron, un ancien promoteur de club, pour l'aider à façonner son image. Byron parvint à lui obtenir une rencontre avec un producteur de Warner Brothers. Déjà familier avec l'histoire de Mansfield, semblable à celle de milliers d'autres aspirantes actrices aux yeux étoilés, le producteur lui conseilla de se contenter d'être épouse et mère. Après avoir fait visiter le studio à Mansfield, le producteur lui dit qu'il l'appellerait si quelque chose se présentait. Cependant, peu après, le studio rappela Mansfield pour un essai à l'écran, et quelques jours plus tard, elle signa un contrat de 6 ans. Warner Brothers et Broadway. Au début, il sembla que Jayne avait enfin réalisé ses rêves de gloire. Elle se délectait à se promener sur le terrain de Warner en compagnie des plus grandes stars de cinéma de l'époque, et la machine publicitaire de Warner la maintenait sous les feux de la rampe. Cependant, son contrat de 7 ans ne lui apporta que peu de travail. Finalement, Warner Brothers la laissa partir après 4 films en grande partie insignifiants. En juillet 1955, elle accepta un rôle principal dans la pièce de George Axelrod, Will Success Spoil Rock Hunter, un succès à Broadway. La pièce propulsa enfin Mansfield vers la célébrité, et la 20th Century Fox, impatiente de s'attacher l'actrice, racheta les droits de la pièce et lui fit signer un nouveau contrat de 6 ans, promettant d'en faire l'une de ses principales stars. Dès le début de sa carrière, de nombreux critiques rejetèrent Jayne Mansfield comme une parodie exagérée de Marilyn Monroe. Les comparaisons commencèrent avec le rôle vedette de Mansfield dans la comédie de 1955, Will Success Spoil Rock Hunter? Dans la pièce, Mansfield incarne Rita Marlowe,
une starlette blonde stéréotypée avec la voix typique de Monroe et un QI douteux. Écrit comme une parodie de Monroe, le rôle de Rita Marlowe permit à Mansfield de s'épanouir dans un registre comique. Malheureusement, elle fut à jamais cataloguée comme une blonde écervelée par des détracteurs qui confondirent sa performance avec la réalité. Mansfield, qui avait un QI de 140, parlait 5 langues et jouait du violon, du piano et de l'alto, était cependant désireuse de maintenir cette image, car elle pensait que c'était ce que le public voulait. Là où Marilyn finit par mépriser son image publique et aspirait à être considérée comme une actrice sérieuse, Mansfield recherchait l'attention. Lorsque Monroe fut suspendu par la 20th Century Fox, le studio engagea Jayne Mansfield pour remplacer sa star de plus en plus problématique. Jayne adorait être Marilyn, alors que Marilyn détestait être Marilyn, déclara le dramaturge George Axelrod. C'était la différence entre elles. Le premier film de Mansfield pour Fox fut une comédie rock'n'roll en Technicolor intitulée The Girl Can't Help It. Dans ce film, Mansfield joue Jerry Jordan, la petite amie musicalement sourde d'un mafieux déterminé à faire d'elle une star de la chanson avec l'aide d'un agent de presse inefficace et alcoolique. Le film, qui mettait en vedette des performances d'Eddie Cochran, Gene Vincent, Fats Domino et Little Richard, fut un grand succès et renforça encore davantage l'image de sex symbol de Mansfield. Le film suivant de Mansfield pour Fox, sorti en 1957, The Wayward Bus, marqua un tournant radical. Basé sur un roman de Steinbeck, il offrit à l'actrice un rare rôle dramatique. Succès modeste au box-office, le film valut à Mansfield un Golden Globe pour la nouvelle star de l'année. La même année, Mansfield joua dans Kiss Them For Me avec Cary Grant et reprit son rôle de Rita Marlowe dans l'adaptation cinématographique de Will Success Spoil Rock Hunter. Enfin star mondiale, elle acheta une maison à Hollywood, une Jaguar et une série d'autres luxes, tous dans sa couleur signature, le rose. Son ascension fulgurante culmina avec la sortie en 1958 de The Sheriff of Fractured Jaw. Alors que les années 1960 pointaient à l'horizon, l'ère de la blonde sulfureuse touchait à sa fin. Reléguée à des films de seconde zone à petit budget, Mansfield fut contrainte de refuser des rôles en raison de ses grossesses répétées. En 1962, Fox mit fin à son contrat. Malgré ses nombreuses apparitions au cinéma et à la télévision, Jayne Mansfield restera à jamais dans les mémoires simplement pour avoir été Jayne Mansfield, plutôt que pour un rôle emblématique. La célébrité de Mansfield découlait de sa capacité à se promouvoir elle-même. Sa soif de projecteur en fit une pionnière des stars de la télé-réalité moderne. Aucune partie de sa vie n'était hors limite, et pour Jayne Mansfield, il n'existait véritablement pas de mauvaise publicité. Elle fut vraiment la première star à créer l'idée que le public devait savoir qui vous êtes, non seulement en tant que personnage public, mais aussi derrière les portes fermées, déclara P. David Ebersole. Des décennies avant la fameuse performance controversée de Janet Jackson au Super Bowl de 2004, Jayne Mansfield fut la pionnière de l'incident vestimentaire lorsqu'elle perdit accidentellement le haut de son bikini rouge minimaliste, après avoir plongé dans une piscine lors d'une conférence de presse en 1955. Sa séance photo la plus célèbre, cependant, eut lieu lors d'une fête en 1957, destinée à accueillir officiellement l'actrice italienne Sophia Loren à Hollywood. En 2014, Sophia Loren confia à Entertainment Weekly au sujet de cette soirée où elle fut éclipsée par le décolleté audacieux de Mansfield. « J'avais tellement peur que tout dans sa robe n'explose et ne se répande sur la table. » Finalement, Jayne Mansfield devint victime de sa surexposition. La presse se lassa de ses frasques et se retourna contre l'actrice, tout comme la 20th Century Fox. Lassée de Mansfield, le studio la prêta à des productions étrangères à petit budget.
En 1964, Jayne Mansfield rejoignit la troupe itinérante d'une reprise de la pièce de 1955, Bus Stop. Marilyn Monroe avait joué dans l'adaptation cinématographique à succès de 1956, et une fois de plus, Jayne se retrouva à marcher dans les pas de la défunte actrice. Aux côtés de Mansfield, dans cette production, se trouvait son deuxième mari, le culturiste hongrois et ancien Mr. Universe, Mickey Hargitay. Marié depuis 1958, ce couple Larger Than Life eut 2 enfants et attendait le 3e lorsqu'ils se séparèrent en 1963. Pendant la tournée de Bus Stop, Mansfield entama une relation amoureuse avec le metteur en scène Matt Cimber. Les deux se marièrent 1 mois après la finalisation du divorce entre Mansfield et Hargitay. Sur l'insistance de Cimber, elle refusa le rôle de la star de cinéma Ginger Grant dans la sitcom classique Gilligan's Island. Le rôle échut à Tina Louise, qui avait partagé la scène avec Mansfield dans la production de Broadway de Will Success Spoil Rock Hunter. Jayne Mansfield poursuivit les romances avec presque autant de passion et d'intensité qu'elle poursuivit la gloire. Si Jayne Mansfield eut un véritable amour dans sa vie, en dehors de la célébrité, ce fut le culturiste Mickey Hargitay, qu'elle arracha à une Mae West vieillissante pour l'épouser en 1958. Avec leur style flamboyant et leur perfection physique, ils se complétaient parfaitement. Cependant, Jayne se lança dans une série d'aventures, y compris une supposée liaison avec le président Kennedy, qui mit fin à son 2e mariage, et une rumeur d'aventure avec Anton LaVey, le fondateur de l'Église de Satan, qui aurait jeté une malédiction sur elle après leur rupture. Son 3e et dernier mariage avec le metteur en scène. Matt Cimber se termina par un divorce en moins de 2 ans, accompagné de nouvelles allégations d'infidélité. Ces dernières années furent marquées par la tragédie et une lutte pour rester pertinente. Abandonnée par l'industrie cinématographique mainstream, les rares rôles qu'elle pouvait décrocher relevèrent de l'exploitation. Finalement réduite à se produire dans des spectacles de striptease, se parodiant elle-même dans des boîtes de nuit itinérantes, elle se tourna vers la drogue et l'alcool pour faire face à une vie et une carrière qui échappaient rapidement à son contrôle. Mansfield s'engagea dans une liaison tumultueuse avec son avocat, Sam Brody. Leur relation, marquée par des disputes d'ivrogne, générait des scandales. La mort tragique. Dans les premières heures d'une matinée fatidique du 29 juillet 1967, un voyage chargé de destin se déroula. Jayne Mansfield, accompagnée de Sam Brody, du chauffeur Ronnie Harrison et de ses 3 jeunes enfants, voyageait de Biloxi, Mississippi, vers la Nouvelle-Orléans. L'atmosphère était lourde d'attente, car Mansfield était attendu pour une apparition télévisée qui n'aurait jamais lieu. Lorsque l'horloge sonna 2 heures du matin, leur voyage prit une tournure tragique. Ils s'engagèrent dans un brouillard dense de pesticides, rendant la route devant eux invisible pour le chauffeur. En un instant déchirant, leur voiture s'écrasa contre l'arrière d'un camion. L'impact tua instantanément les 3 adultes, tandis que, par miracle, les enfants survécurent. Dans cet instant lugubre, la vie éclatante de Jayne Mansfield, âgée de seulement 34 ans, fut tragiquement interrompue. Les suites de l'accident furent empreintes de rumeurs sombres et de spéculations. Le public refusa de croire à l'histoire d'un simple accident. Les récits d'une malédiction, supposément jetée sur Brody et elle par Anton LaVey, le célèbre fondateur de l'Église de Satan et prétendu amant de Mansfield, circulèrent avec une nuance glaçante. Au milieu de la douleur, un mythe sombre persista, affirmant à tort que l'actrice avait été décapitée, ajoutant une couche d'intrigue macabre à cet événement déjà tragique. Les restes de cette nuit fatidique, les débris tordus de la voiture, furent transformés en une exposition morbide itinérante,
suscitant une curiosité macabre chez le public, venu l'observer bouche bée. Son dernier lieu de repos se trouve auprès de Scott Michaels, le fondateur de Dearly Departed Tours à Los Angeles, servant de rappel sinistre de la tragédie qui frappa Jayne Mansfield et du legs énigmatique qu'elle laissa derrière elle. En fin de compte, la vie et l'héritage de Jayne Mansfield, marqués à la fois par des triomphes éclatants et des tragédies profondes, servent de rappel poignant de la nature éphémère de la gloire et du coût humain souvent occulté par l'éclat des projecteurs. Mansfield, plus qu'une simple étoile lumineuse dans la galaxie glamour d'Hollywood, fut une mère, une rêveuse et une artiste, naviguant dans un monde à la fois épris et critique de sa personnalité extraordinaire. Son histoire, transcendant le simple commérage de célébrité, fait écho à la narrative intemporelle de l'aspiration, de la résilience et de la quête implacable des rêves au milieu des marées capricieuses de la vie. Alors que le rideau se ferme sur son récit, il nous reste à réfléchir non seulement à l'étoile qui brilla trop fort trop tôt, mais aussi à la lumière durable qu'elle projeta. Une lumière qui continue d'inspirer et d'avertir en égale mesure. L'héritage de Jayne Mansfield, encapsulé dans une myriade de flashs d'appareils photo et d'applaudissements retentissants, est finalement une histoire humaine, splendide et réelle, gravée à jamais dans les annales du temps. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Jayne, de sa vie, de son héritage et de sa mort. J'adore avoir de vos nouvelles. Merci de liker, partager et vous abonner. Cela compte énormément. Et comme toujours, merci de regarder.